Je vais vous raconter l'histoire d'une bonne affaire qui ne s'est pas déroulée du tout comme je l'avais prévu. Je regarde les annonces sur Le Bon Coin et voilà ce que je trouve. Un Amstrad à 10 balles au Bouscat à 20 minutes de chez moi. Pas d'envoi, pas de réservation. Donc du coup, je lui ai proposé de passer le chercher. Là, on est dimanche, donc il n'y a pas d'embouteillage parce que Bordeaux, c'est l'enfer. Donc je vais aller chercher le colis. Et voilà, transaction terminée, voici la merveille. Il a l'air d'être en très bon état. Et j'ai payé 20 € au lieu des 10 attendus. Pourquoi? Parce que j'avais qu'un billet de 20 en poche et que le vendeur n'avait pas la monnaie. Je me suis dit c'est pas grave, après tout, l'Amstrad est vraiment pas cher. Alors j'ai vu qu'il y avait un éclat ici. L'arrière de l'écran semble en bon état. Donc quand j'allume, j'entends rien. Et normalement, je devrais avoir 12 volts et j'ai rien. Zéro. Donc ni l'écran et ni l'Amstrad ne s'allument. On peut constater que c'est très corrodé. Je regarde un petit peu l'état des condensateurs. Vous voyez ce câble là? L'écran a été démonté, il a été débranché par quelqu'un. Acétone. Alors c'est assez agressif, mais ça fait son affaire. Alcool isopropylique, ça ne laisse pas de traces, c'est moins agressif que l'acétone. Je vais l'utiliser pour les potentiomètres et il y en a partout dans l'écran de l'Amstrad. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein mois de février dans mon jardin à dépoussiérer un vieil Amstrad. Je me suis dit un peu de nettoyage et il va repartir comme en 40. On verra bien. L'étape suivante, c'est d'essayer de nettoyer les potentiomètres. Vous voyez? Et donc là-dedans, je vais passer de la bombe contact. Et l'idéal, ce serait de les faire aller et venir. Alors ce qui se passe, c'est que quand je vais les faire aller et venir, je vais les dérégler. Donc il faut vraiment que je mémorise la place où ils sont avant. J'ai fini de nettoyer et il me reste à rebrancher cette broche qui a priori fait que le moniteur est en panne. Après allumage, il se passe strictement rien et je vois qu'il manque un fusible. Donc apparemment c'est un fusible 2 ampères qu'il me faut. Alors je vais mettre un fusible et on va voir ce qui se passe. Le fusible a été remis en place, on va voir ce que ça donne. Donc ici vous avez la THT qui va balancer de la très haute tension à l'intérieur du tube qui peut contenir jusqu'à 25 000 volts. L'écran n'a pas été allumé depuis un bon bout de temps, donc je pense franchement qu'il ne contient rien, mais par prudence, vous notez que j'ai des gants, et je vais me glisser sous la ventouse ici, voilà, et puis je touche le métal. Donc normalement on entend un bruit d'arc électrique, là j'entends strictement rien, ça veut dire que le tube était déjà déchargé. Mais il vaut mieux le faire par prudence. Voilà, donc notez que le tournevis est relié à un fil qui est relié à la masse. Et alors je peux enlever la ventouse comme ceci. Là on voit le métal. Ici je peux le pincer. Hop, voilà. Voici la carte extraite du moniteur et je peux vous dire que j'ai vraiment essayé de le redémarrer. Premier problème, il y a une broche qui se branchait ici qui était débranchée.
Donc je me suis dit très simple, je la rebranche, j'allume l'écran, ça démarre toujours pas. Donc l'écran n'envoie aucune tension, on n'entend même pas le tube s'alimenter. Je constate qu'il n'y a plus de fusible ici. J'ai acheté des fusibles, j'en ai changé, et ben à chaque fois que j'allume l'écran, le fusible pète ici. J'ai aussi remplacé ces deux composants défectueux, mais la carte n'est pas repartie pour autant. J'ai trouvé une solution, c'est une carte autour d'une vingtaine d'euros. Et donc je l'ai commandée et je vais essayer de l'installer à la place. Donc voilà maintenant les deux cartes côte à côte, l'ancienne et la nouvelle. Mais les emmerdes, à mon avis, vont continuer. Parce que celle-ci me semble plus récente que l'autre, c'est pas tout à fait la même. Z70207. Et ici, j'ai une Z70215, qui doit être plus moderne. Ici, on a un connecteur. Et ici, ce qui correspond à régler la luminosité, c'est soudé direct. Donc ça veut dire que je vais devoir dessouder ça et faire rentrer les fils et les souder de l'autre côté, comme c'est fait ici. J'ai branché l'Amstrad et je fais un premier allumage. Donc là j'entends l'écran qui s'allume. C'est bon signe. Ah génial. Voilà, ça marche, c'est super. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Alors par contre, l'image est floue, la hauteur est un peu écrasée, mais je vais régler tout ça. À ce stade, j'y croyais encore. Après tout, ça faisait un Amstrad complet pour 50 balles. Mais attendez de voir la suite. Vous notez que j'ai des gants parce que je travaille derrière. Alors ça c'est la luminosité. Alors ça c'est pas cool parce que la netteté, je suis au max là. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi dans mon atelier à triturer tous les réglages possibles pour obtenir une image à peu près correcte. Et puis le lendemain, quand j'ai rallumé l'écran, il ne fonctionnait plus. L'écran était comme mort. Ça m'a découragé et j'ai laissé l'Amstrad pendant 1 an. J'ai récupéré un écran de 6128 sur Le Bon Coin pour 50 €. Il y a quelques trous. Mon idée, ce serait de mettre la coque de l'autre écran qui fonctionne pas à la place. Comme ça me fera un écran parfait. La qualité de l'écran est pas trop mal. Les titres ici sont légèrement verdâtres.
Et typiquement, ça marche pas. On n'entend quasiment rien du côté du lecteur de disquette. Ça fait penser tout de suite à un problème de courroie, donc c'est peut-être pas trop grave. Je vais essayer de réparer ça. Donc là, vous avez le boîtier plastique correct et le boîtier plastique abîmé. Et donc je vais mettre le tube dans l'autre. Voilà, j'ai revissé sur ces attaches-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre la petite carte mère pour l'écran. J'ai pu remettre l'écran, la carte mère et tout le bazar à l'intérieur. Je remets le boîtier, je fais un essai. Là, il y a l'ancienne carlingue avec le trou et l'encoche. Et ici, vous voyez le nouveau boîtier avec l'arrière de l'ancien en fait. Donc voilà, ça fonctionne très bien. À ce stade, on ne peut plus parler d'une bonne affaire. L'écran, qui m'a coûté 50 € avec 35 € de frais de port, a complètement plombé la note. 137 € au total. Donc voici l'unité centrale. C'est un ordinateur qui apparemment a traîné dans l'humidité. Et le truc qui me fait un peu de peine, c'est ici. J'ai trouvé sur le bon coin une coque vide de 6128. Alors le dessus est pas en très bon état, mais le dessous est en bon état et c'est justement le dessous qui me manque. Donc je vais l'acheter. Et comme ça j'aurai, j'espère, un 6128 parfait. Alors regardez ici aussi, ça a souffert. Toute la rouille qui s'est déposée. Ça ne me dit rien qui vaille, donc je vais le démonter, je vais le nettoyer. Ça va pas trop mal, le côté clavier. Alors ici on peut voir des traces de rouille quand même. Alors le lecteur de disquette, il est bien corrodé. Bien rouillé aussi la vis.
Voilà ce que ça donne après un nettoyage à l'alcool isopropylique. Bon, alors l'alcool isopropylique c'est volatile, donc ça permet de ne pas faire rouiller le truc tout en nettoyant comme si on nettoyait avec un liquide. Et surtout, ça n'abîme pas le métal, ça n'abîme pas les plastiques. La carte me paraît en très bon état. L'Amstrad que j'ai acheté à 10 € est cassé ici. J'ai donc pu me procurer une coque, en tout cas la partie basse, en parfait état. Concernant la partie du haut, celle d'origine était très bien. Donc je vais garder celle d'origine. Elle est mieux que celle que je viens de recevoir. Elle a des couleurs bizarres, elle est en moins bon état. L'ordinateur de Frankenstein continue, ça veut dire que je vais prendre le haut de l'ordinateur à 10 balles, le bas de la coque que je viens d'acheter sur internet à 20 balles, et je vais les assembler. Finalement, la coque m'est revenue qu'à 10 €. J'ai pu revendre les morceaux de l'ancienne coque pour 10 €. C'est toujours utile pour quelqu'un. Et effectivement, on voit qu'il est vraiment dégueu.
j'ai mis une petite couche de peinture histoire que la rouille ne revienne pas, pour protéger un petit peu le métal que j'ai mis à nu. Maintenant, je vous montre aussi le clavier nettoyé. Donc là, franchement, ça lui a fait beaucoup de bien. On peut voir que les petits ressorts sont en bon état, ils sont pas trop corrodés. Là où il y a de la corrosion, c'est un petit peu là. Donc je vais mettre un tout petit peu d'anti-rouille dessus. J'ai profité du démontage du clavier pour faire un nettoyage des membranes. J'ai pas vu de piste coupée, mais il y avait beaucoup de rouille entre les deux membranes, donc j'ai vraiment dû les nettoyer. On a des petits ressorts ici qui vont appuyer et qui vont faire le contact entre les deux pistes. C'est assez simple. Ici, j'ai mis le multimètre en mode test de continuité. Dès que les fils se touchent, ça sonne. Et je peux vérifier comme ça la qualité des pistes. Ici, c'est bon. Ici, on voit que c'est pas bon. Ici, c'est bon. Donc entre celui-là et celui-là, ça devrait sonner, voyez-vous? Ça marche pas. Donc je vais essayer ici de réparer avec ça. Pour commencer, je vais essayer d'en mettre ici. Voilà, j'ai fait un gros pâté. Alors c'est pas grave, l'excédent, je vais pouvoir l'enlever. Et ça marche toujours pas. C'est rompu ici en fait. Et donc j'ai dû refaire ici pas mal de pistes avec cette seringue qui envoie du vernis avec de l'argent ou du graphite. Donc j'en ai mis pas mal, hein. Je me suis bien pris la tête, vous voyez de ce côté-là aussi. De ce côté, on voit les pastilles pour le pavé numérique. Par exemple, j'appuie sur le 5, le 4. Tout ça est relié sur ce chipset sonore ici. Le chipset sonore permet aussi de gérer le clavier. Ça là, c'est la barre d'espace. Et elle continue de faire quelques lettres sur le clavier. Tout ce qui concerne cette piste ici ne fonctionne pas. Et pourtant, j'ai bien vérifié au multimètre que ça fonctionne. Si je pars du connecteur ici et que je touche ici une des pastilles, ça sonne. Et ça va jusqu'au chipset. On voit que ça fonctionne aussi. De la même manière, j'ai vérifié la nappe ici. Donc, si les pistes fonctionnent et qu'elles sont bien reliées à la puce sonore qui gère le clavier, il y a un problème au niveau de la puce sonore. Je vais changer le processeur ici et je vais faire un essai, voir si le clavier est rectifié. Sous le processeur sonore, il y a quand même beaucoup de saleté. Je rappelle que c'est un ordinateur qui a traîné dans la moisissure et l'humidité. Il n'y a pas grand chose à reprocher au-dessous du circuit. C'était juste de la crasse, mais rien qui a attaqué vraiment le circuit. Et donc voici la puce sonore de remplacement. J'ai donc ressoudé la nouvelle puce et on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça marche. Je n'arrivais pas à faire cette lettre, le V, l'espace, le retour arrière, c'est pas rien. Tout est réparé, mon clavier me semble totalement fonctionnel. La partie clavier est terminée. Donc j'en ai profité aussi pour renoircir ces petites vis qui vont être sur le côté au niveau du lecteur de disquette.
Comme elles sont à l'extérieur, c'est plus joli si elles sont teintées en noir. Et encore des dépenses. Le vernis graphite coûte assez cher. 20 €, autant que la puce sonore pour réparer le clavier que j'ai acheté chez Amiga Store. Total, 185 €. Alors ce que je vais faire, je vais mettre du WD-40 qui va traiter la rouille. J'en profitais pour en mettre aussi sur mes petites vis ici, là. Donc j'ai laissé quelques jours et on va regarder ce que ça a donné. Ça enlève un peu la rouille et ici on va voir ce que ça fait. Donc voici le résultat pour les vis rouillées et je vais pouvoir les réutiliser. L'ancienne courroie s'est complètement disloquée là. La poulie est propre. Je vais pouvoir mettre la nouvelle courroie maintenant. La courroie est en place. J'ai plus qu'à remonter le lecteur de disquette. Là, le but du jeu, c'est d'enlever la poussière. Je vais nettoyer la tête de lecture avec de l'alcool isopropylique. Le lecteur de disquette est propre, la tête de lecture est propre. Encore une petite chose que je vais faire, je vais mettre de l'huile de roulement ici et ici. Donc là, j'ai un read fail avec le fameux retry, ignore or cancel. Si j'appuie sur la touche R, il va réessayer de lire la disquette qui est correcte. Ça, c'est une bille en acier que j'avais récupérée quand j'étais petit sur une casse et c'est des roulements à billes de camion. Et je m'en sers quand je veux appuyer sans arrêt sur une touche, c'est très pratique. Donc là, je me mets sur la touche R. Ici, il y a deux vis que j'ai dévissées.
et elles permettent de régler la position de la tête de lecture sur la disquette. Je vais simplement exercer une rotation jusqu'à ce que les données soient lues. Donc voilà, là il arrive à lire les données. Je vais essayer de fixer la tête de lecture de ce côté-là d'abord. Alors je vais l'éteindre parce que de ce côté je pourrais faire des courts-circuits. Apparemment ça fonctionne. À cet endroit précis on a une vis. Et ici je vais régler la vitesse du moteur. Donc maintenant qu'il peut charger des données, je vais charger un petit programme qui s'appelle DSK Test, que j'ai téléchargé sur internet. Je vais pouvoir caler la vitesse à 300 tours par minute. Ok, donc je vais lancer DSK Test. Et là, je suis à 320 tours par minute, ce qui est pas mal du tout. Avec mon tournevis, je vais le diminuer un petit peu. Et je vais recommencer. « 319. Allez, je vais continuer. « 315. Non, je vais y aller un petit peu plus franco. Voilà, donc là je suis à 300 tours par minute, enfin 300,38 rotations par minute. Donc là, c'est parfaitement réglé du côté des tours minutes. Mais maintenant, est-ce qu'il lit correctement les données? Telle est la question. Donc là, je vais faire un reset. Premier jeu que je vais tester, c'est SimCity, qui est d'ailleurs incompatible avec mon 6128+. Et on va voir s'il fonctionne sur le 6128 normal. Donc déjà, le catalogue se passe bien. Voilà, il fonctionne très bien. Celui-là, c'est un original 3D Chess. Donc la Nemesis. Impeccable.
bien, tout va bien. Mais ici, la diode est très faiblarde. On la voit à peine. Même dans l'obscurité, on a du mal à voir ça. Donc j'avais commandé une autre coque et ce morceau-là, je ne l'avais pas utilisé. Et par contre, je pourrais peut-être récupérer la diode si elle marche mieux. C'est reparti pour un démontage. Ça, c'est le fil qui vient de là. Je l'ai branché à la place de l'autre et je fais l'essai. Donc là, hop, et on peut voir que le LED ici est bien brillant. Voici la LED remise en place avec le fil. Et voilà. Là, on peut voir que la diode fonctionne très bien. La dernière chose qui me reste à faire, c'est d'ajuster les couleurs de l'écran, que je trouvais un peu trop verdâtre à mon goût. J'ai trouvé une mire sur le site CPC Power, et maintenant toute la difficulté c'est de transformer la disquette virtuelle en disquette réelle. Après avoir téléchargé le fichier sur l'Amiga, je crée la disquette 3 pouces et demi. Puis sur l'Amstrad, je crée la disquette 3 pouces. C'est légèrement verdâtre, c'est pas totalement fidèle. Et donc il va falloir que je tourne les résistances variables pour ajuster les couleurs. Celui du haut, c'est le focus. Là, je mets complètement flou dans un sens et dans l'autre. Ce qui est bien avec ce logiciel Mir, c'est les lignes ici verticales. Je m'approche du tube et j'essaie de le régler le plus net possible. Là, j'ai mis le vert au minimum. Et là, je mets le vert au max. J'enlève le rouge, là je rajoute du rouge, je suis concentré là-dessus, et il faut pas trop que ça bave non plus. Donc là je vire le bleu et là je rajoute du bleu. Et il faut que j'ai toujours un œil sur aussi le blanc. Et le gris doit être bien gris. Si je pousse trop les couleurs, ça finit par baver aussi. Ce que j'ai retrouvé, c'est un peu plus de contraste dans les noirs. Ouais, je trouve que c'est mieux. C'est plus chaleureux, ça pète plus, ouais, je reconnais bien Grisor. Je trouve que c'est plutôt bien contrasté. Toutes les couleurs sont bien équilibrées, c'est plutôt bien ça. « 185 € pour un Amstrad CPC 6128, c'est un peu trop cher. Et franchement, j'en ai vu passer à 100 € complet qui ne souffrait pas de corrosion et qui ne nécessitait pas toutes ces heures de restauration.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment pris plaisir à essayer de reconstituer un Amstrad CPC 6128 parfait à partir de morceaux d'Amstrad. Et donc par exemple pour l'unité centrale, j'ai acheté une coque sur le Bon Coin qui m'aura permis d'avoir un dessous d'Amstrad parfait. J'ai récupéré également la diode et aussi j'ai acheté sur Amiga Store la fameuse puce sonore qui gère le clavier. Pour l'écran, il aura fallu 2 écrans puisque j'ai gardé la coque de l'Amstrad CPC d'origine et j'ai acheté un écran dont le tube était bien mais la coque défoncée sur eBay. Et du coup, je l'adore encore plus parce que j'ai trimé pour en faire quelque chose de bien. C'est donc sur ces considérations positives que je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!